peut-être vous parler de l'irruption du numérique, quand même un petit peu. Moi, alors, je vais être moins théoricien, j'ai été effectivement très frappé par la présentation extrêmement structurée, donc la mienne qui vient d'avoir lieu, la mienne va l'être un peu moins, mais en même temps, ça tant mieux peut-être, parce qu'en fait, autant le système de la presse a pu être organisé, presque planifié, enfin je parle sous le contrôle de M. Le Floch à la fin de la Seconde Guerre mondiale, autant la rupture numérique qui est arrivée est quelque chose qui s'est fait d'une certaine façon à tâtons, ou en tout cas pratiquement à l'aveugle. Alors, je ne vais pas vous raconter ma vie, c'est pas le but, mais juste pour que vous sachiez, moi je travaillais au Monde. Je dis souvent à mes étudiants que mon premier papier, je l'ai fait depuis une cabine téléphonique où j'ai fait un appel en PCV à une sténo à qui j'ai dicté un papier et qui a passé ensuite le papier dans le circuit copie jusqu'à la typo, etc. Et puis il s'est trouvé qu'en 1999, on m'a demandé de m'occuper de la filiale numérique du Monde, qui à l'époque faisait un site internet qui s'appelait tout.lemonde.fr et qui faisait tout sauf de l'info. Et à l'époque, les deux grands acteurs dans l'info numérique à cette époque-là, c'était Les Échos et c'était Libé. Et donc, on m'a demandé à l'époque de m'occuper d'essayer de rattraper Les Échos et de surtout ne pas se faire distancer par Libé, puisque c'était le but de l'époque. Mais juste pour vous dire, ça sera après, je parlerai après de ce qui s'est passé, mais c'est qu'au début, tout le monde a tâtonné. C'est-à-dire que malgré tout, le système intellectuel restait le système intellectuel de la publication. Et donc, quand on a commencé à faire de l'info sur Internet, on a commencé en général à le voir comme un outil de distribution. Et ça peut paraître complètement incroyable aujourd'hui, mais y compris un grand patron de presse, certes magazine, qui était Gérald de Roquemorel, qui dirigeait à l'époque le groupe Hachette en magazine, disait « Internet, c'est formidable parce que je peux distribuer mes magazines sans avoir les camions, sans avoir l'impression. Et donc, grâce à ça, je vais gagner plein d'argent. » Et donc, il était plutôt optimiste sur ce fait-là. Il faut savoir qu'à cette époque, ça va vous paraître étonnant, mais moi, je me coltinais au Monde souvent avec un directeur de la rédaction qui, à l'époque, était assez peu numérique. Il avait déjà une moustache. Et il me disait, c'est formidable sur un... Il me disait... Son nom commence par je ne donnerai pas son nom, mais il me disait... C'est formidable, Internet, tu vas publier le journal, mais pour être sûr de ne pas cannibaliser le journal, tu vas essayer, s'il te plaît, de mettre en ligne les articles 1 heure ou 2 heures après leur publication en kiosque. Et de la même façon, le directeur commercial du Monde à l'époque disait... Et franchement, quand tu vends le fichier PDF du journal, essaye de le vendre 12 francs, parce qu'à Tokyo, on le vend 11 francs, et comme ça, on est sûr qu'on n'aura pas de cannibalisation. Alors, ça peut paraître lunaire aujourd'hui, mais en gros, c'est ce dont tout le monde parlait à l'époque, parce qu'on tâtonnait, et quand dans le premier temps, on a vu ces tuyaux comme des outils de distribution. Et que, rapidement, ceux qui étaient praticiens, et qui souvent au Monde venaient de l'univers du Minitel, ils avaient fait 36-15 Le Monde, donc ils avaient été un centre de profit qui n'intéressait absolument pas les rédactions. Et je pense qu'à Libé aussi, au départ, il venait du Minitel. Christophe me démentira si ce n'est pas le cas, mais je pense que la plupart du temps, les gens venaient du Minitel au départ. Donc, en gros, étaient méprisés par l'ensemble des rédactions, mais amenaient beaucoup d'argent grâce à l'Horoscope, aux dépêches AFP... Et puis, de temps en temps, au sexe, et en particulier nos camarades de Libé, avaient moins de... Minitel Rose, ça existait. Le Minitel Rose a fait vivre l'Obs et Libé de façon extrêmement... La facturation se faisait à la minute. Exactement. Au temps passé. Et il y avait du Minitel multipalier, et donc à l'époque, l'équivalent de YouPorn, Mythic ou autre, c'était payant et ça rapportait énormément d'argent aux éditeurs. Évidemment, Le Monde, dans son côté protestant, un peu catho, etc., ne faisait pas ça, se contentait de mettre des mots croisés en ligne. C'était moins rémunérateur que le sexe, mais ça marchait aussi. Bref, petit à petit, on a vu deux choses quand même qui commençaient à modifier. C'est le rapport à l'espace et le rapport au temps. Et je voudrais vraiment un peu parler de ça avec vous, puisqu'on parle de l'écosystème des news. D'abord, paradoxalement, le rapport à l'espace. C'est très très bizarre quand vous avez travaillé dans un
dans un endroit qui fait des news, où votre territoire a toujours été délimité. Il y a une zone de distribution pour les journaux, il y a une zone de réception pour les radios ou pour les télés. Et je sais que ça peut vous paraître étonnant aujourd'hui, mais c'est très bizarre la première fois que vous vous rendez compte que votre zone de chalandise, comme on pourrait dire, ou votre zone de réception, finalement, c'est la terre entière. Je vous assure, vous avez l'habitude de pouvoir converser avec des gens sur Facebook dans la terre entière, mais pour nous de la vieille génération, ça a été une révolution copernicienne. Et en particulier, à un moment donné, l'idée que vous ne connaissez pas forcément le territoire des gens qui vous lisent, des gens qui vous écoutent ou des gens qui vous regardent, est quelque chose qui change terriblement votre rapport à l'information et au récit que vous allez devoir en faire. Parce que vous vous adressez à des gens qui sont dans un contexte extraordinairement différent. Et si vraiment j'ai un truc sur lequel j'aimerais, parce que je pense que toute l'économie, c'est aussi l'économie du contexte, sur lequel j'aimerais vous convaincre, c'est que franchement, à la fois pour les journalistes, mais aussi pour ceux qui font vivre ces entreprises-là, le fait de ne plus forcément connaître le contexte, puis après de ne plus le maîtriser, parce que vous allez passer dans des plateformes, des réseaux sociaux, etc., de ne plus maîtriser votre contexte de distribution puis d'édition, est une révolution copernicienne que petit à petit, les gens qui avaient votre âge et qui étaient dans mes équipes au monde.fr quand on a commencé à faire de l'info, disaient mais tu te rends compte, il y a quelqu'un en Inde qui nous a lu, mais tu te rends compte, il y a quelqu'un aux États-Unis qui nous a lu, ça vous paraît très, très bizarre aujourd'hui, mais pour tous ceux d'entre nous qui ont grandi hors mail, hors Facebook évidemment, hors Google, hors tout ça, c'était quelque chose de totalement étonnant. Quand on était au Monde, et à Libé j'imagine aussi, on se poussait du col parce qu'on s'imaginait être lu dans la presse, dans la France entière, ce qui évidemment est totalement faux, comme le savent bien les spécialistes de la presse, mais on n'imaginait jamais, sauf à quelques rares exceptions de gens qui payaient une fortune un abonnement, être lu à Tokyo, être lu à Melbourne ou être lu à La Paz. Évidemment, aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Et puis après, en dehors de ce rapport à l'espace, il y a eu le rapport au temps et évidemment à l'immédiateté. Je vous ai dit qu'à un moment donné, un directeur de la rédaction m'avait demandé de ne pas publier les articles, de ne pas les mettre en ligne avant leur publication par écrit. Je vais vous raconter juste en 2 mots comment est arrivé le tâtonnement vers le temps réel, qu'on n'appelait pas encore temps réel, mais qu'on appelait information continue au tout début de l'Internet. C'est que il me semble que c'était en 2002 ou 2003, la France a gagné le championnat du monde de handball un jour. C'était un dimanche, c'était à 17h. Et c'est la première fois qu'on a fait le saut au monde.fr, où j'ai décidé de mettre en ligne une simple photo des vainqueurs et de mettre ce titre sur la une, la France championne du monde de handball, à 17h02. Je me suis fait convoquer immédiatement par Jean-Marie Colombani et Louis Plenel pour avoir rompu le rapport de confiance qui pouvait exister entre la rédaction web et la rédaction papier, parce qu'il était évident pour mes camarades de la rédaction papier que nous n'avions pas le droit de mettre quelque chose en ligne sur cette actualité autre qu'une dépêche AFP, mais quelque chose ciblé Le Monde, avant le lendemain 15h, puisqu'à l'époque Le Monde publiait à 15h. Et donc, si vous voulez, ce rapport au temps ou à l'espace, c'est quelque chose qui s'est fait à tâtons, qui s'est fait de façon non organisée, qui toujours a des problèmes d'organisation sur comment on organise une rédaction, comment on organise la contextualisation des news, comment on organise tout ça. C'est quelque chose qui est en création et qui n'est toujours, à mon avis, pas totalement réglé, même si tout le monde sait aujourd'hui que la définition de l'espace et la définition du temps impliqué par le numérique, d'une certaine façon, l'ont remporté. Et qu'aujourd'hui, on est paradoxalement à front renversé, c'est-à-dire que les rédactions et les gens qui produisent aujourd'hui des nouvelles et des news se demandent comment réintroduire du temps, c'est-à-dire du délai dans la production par rapport à l'immédiateté, et comment réintroduire du contexte, c'est-à-dire un espace maîtrisé dans la production de l'information. Et donc il faut bien voir qu'en 15 ans ou en 20 ans, parce que ça fait pas très longtemps, je vous parle de ça, c'était en 2001-2002, comment en 15 ans, le rapport de force par rapport à l'espace et au temps a été modifié. Aujourd'hui, c'est la connexion qui induit notre rapport à l'espace et notre rapport au temps. Alors, en revanche, quand c'est arrivé assez clair, le nouveau paradigme des news, pour moi, il a jamais été aussi bien résumé
que par deux auteurs. Alors si certains d'entre vous essayent d'être journalistes ici, vous avez tous lu les Elements of Journalism de Bill Kovac et Tom Rosenstiel. En tout cas, j'espère que ça fait partie de votre lecture. Et ils ont écrit au tout début du numérique un bouquin qui s'appelait Blur, que bizarrement on ne trouve plus tellement à disposition, mais dans lequel ils disaient, voilà, à l'âge des médias remixés, ils appelaient pas ça encore à l'époque le numérique, voilà aujourd'hui les 5 règles du nouveau cycle de l'information. Et donc ça, aujourd'hui, ce que je vais vous dire est d'une grande banalité, mais ce qui est intéressant, c'est que ça a été écrit en fait dès 2002, pour finalement voir qu'on est là-dedans. Donc le premier point, c'est le cycle de l'information ne finit jamais. Deuxième point, les sources se renforcent au profit des journalistes, ou aux dépens des journalistes. 3, nul ne peut fixer la limite de ce qui est publiable. Je me permets de souligner le 3, nul ne peut fixer la limite de ce qui est publiable, parce qu'après une conférence de presse récente, des vœux récents, ça peut être une mise en perspective intéressante. 4, la controverse l'emporte toujours sur la relation des faits. 5, la presse cherche à produire un choc à tout prix pour survivre. Encore une fois, c'est des choses dont ils ne se félicitaient évidemment pas, mais qui étaient pour eux les 5 éléments constitutifs du nouveau paradigme des news. Un nouveau point par rapport à l'espace sur lequel je voulais attirer votre attention, puisqu'il me reste 4 minutes, c'est qu'il y a une chercheuse qui s'appelle Terry Rantanen, qui finalement a rapproché ça de l'invention du télégraphe à la fin du XVIIIe siècle. C'est le moment du télégraphe, c'est le moment où à un moment donné, pour elle, c'est l'invention de l'information déconnectée des faits. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut transmettre l'existence des faits de façon quasiment immédiate et faire en sorte que finalement, on dit qu'une information a lieu, puisqu'elle est délimitée dans un temps géographique qui n'est pas le même que celui qui est le lieu géographique du lecteur ou de celui qui va prendre connaissance de l'information. Et donc en gros, sa thèse, c'est que les faits et l'information, ces deux notions-là commencent à être dissociées au moment de l'invention du télégraphe. Et qu'en réalité, si vous voulez, alors je la cite, c'est une traduction que j'ai faite moi, mais j'aime bien cette citation, elle dit « Plus rien ne voyage, ni les nouvelles, ni ceux qui les produisent, ni ceux qui les consomment, tout se rencontre de façon virtuelle ou immédiate. » Et donc finalement, l'invention du numérique, c'est aller un cran au-dessus de ce qui se passait au niveau du télégraphe, c'est-à-dire que désormais, vous n'avez plus du tout de filtre technologique dans cette diffusion immédiate de ce qui est le fait, de ce qui est l'information et maintenant de ce qui est le commentaire, puisque l'ouverture à des non-professionnels de cette immédiateté fait que désormais, tout est mélangé. Fait, information et commentaire. Et donc juste pour terminer sur ce nouvel écosystème, on pourrait passer des heures, et je ne vais pas ici parler d'économie, mais juste dire deux choses. La première, c'est que quand vous êtes dans l'univers des médias, moi j'aime toujours parler de l'espèce de schizophrénie qui vous prend quand vous dirigez un média aujourd'hui, parce que vous avez une schizophrénie entre l'optimisme vertigineux et le pessimisme définitif. L'optimisme vertigineux, c'est que vous apercevez évidemment que dans la circulation, y compris des news produites, vous n'avez jamais autant eu finalement de lecteurs potentiels, parce que les usages s'ajoutent les uns aux autres. Et donc quand vous êtes patron de médias aujourd'hui, quand vous produisez des news, vous voulez absolument produire des news pour tous les usages, parce que vous vous apercevez que chacun est multi-usage et que plus vous allez produire pour des usages différents, plus vous allez être lu. Mais dans le même temps, le côté négatif, c'est que vous apercevez que les business models se détruisent les uns les autres. Et qu'en revanche, donc il y a un côté qui vous pousse à multiplier la production de nouvelles sur un nombre croissant d'usages, et un pessimisme économique qui voit que les modèles économiques sont darwiniens les uns avec les autres. Et donc une petite hypothèse aujourd'hui, c'est que moi je suis, à tort ou à raison, convaincu d'une chose, c'est que le journalisme que nous avons connu et les news que nous avons connues, celles qui ont été parfaitement décrites avant, c'est des news qui, même si elles ont été organisées en France en 1945 par toutes ces lois, moi j'ai tendance à voir tout ça comme un système qui naît en gros en 1850 et qui meurt en 2000,
en 2001 ou en 2003, c'est-à-dire qui naît avec la naissance de l'industrie et qui meurt avec l'arrivée générale de la connexion permanente et du numérique. L'industrie, c'est à la fois l'invention du télégraphe, c'est l'invention de la rotative, l'invention du chemin de fer et des moyens de transport globaux, et c'est l'invention finalement des masses médias. Et les masses médias, c'est un même message pour le plus grand nombre de gens possible, mais c'est surtout des économies d'entrée, des barrières à l'entrée terribles pour la production de ce message, et donc finalement la constitution de monopoles ou d'oligopoles sur l'accès au plus grand nombre. Et que ces oligopoles ou ces monopoles-là, ça permet la recette publicitaire à un moment donné, et ça permet surtout quelque chose qui est très intéressant, c'est des médias, on va dire, que j'appelle moi, que j'adore, puisque c'est mon métier, c'est des médias de péréquation. C'est des médias, comme on disait au New York Times, où la page des sports paye pour la page Bagdad. Du bureau de Bagdad, ou aujourd'hui on dirait pour la Syrie ou pour ailleurs. Parce que vous avez un contrôle limité au nombre, à l'accès, parce que vous êtes un nombre limité à pouvoir produire, même s'il y a des systèmes de coopératives en France ou ailleurs, à un moment donné, ça vous assure finalement un certain système de péréquation. Le numérique, ça fait voler, et donc, ça crée des rédactions qui sont des rédactions à la fois généralistes, où on traite de tous les sujets parce qu'on a ce système de péréquation, et finalement des rédactions où on va vous demander d'être avec une certaine, entre guillemets, à défaut d'objectivité, terme qui ne veut pas dire, mais une certaine distance, une certaine honnêteté par rapport aux faits, parce que ça vous assure le plus grand nombre de lecteurs possible à un moment ou à un autre. Et que le numérique, pour moi, ça fait voler en éclats ce système industriel, simplement parce que, en rendant universelle la possibilité de produire des messages, ça met un terme aux oligopoles ou aux monopoles d'accès aux personnes. Et donc ça met un terme, paradoxalement, à ce système de péréquation où la page des sports paye pour la page Bagdad. Et donc petit à petit, on en arrive à deux systèmes ou à deux écosystèmes dans ces nouvelles news. Alors je reprends un terme d'Olivier Bomsel. Moi j'ai appelé ça les médias surpuissants. Un jour, devant mes étudiants, il a appelé ça les médias ou les marques hégémoniques. Je trouve que c'est un très bon terme. Donc copyright Olivier Bomsel. Mais donc vous avez d'un côté les marques hégémoniques. On voit bien que le New York Times, le Washington Post, ça devient, c'est-à-dire des marques capables d'avoir une telle assise en termes, j'allais dire, de moyens, d'audience mondiale, de bassin linguistique mondial, qui peuvent avoir effectivement des rédactions généralistes avec plusieurs milliers de journalistes, parce que le système du paiement est accessible pour eux pour nourrir des médias hyper généralistes, ou de l'autre côté, des médias, ce que j'appellerais moi, hyper affinitaires, qui se disent que pour avoir un univers qui ne dépende pas de la publicité, ils doivent être sur des cibles ultra affinitaires, qu'elles soient thématiques d'un côté, ou qu'elles soient hyper engagées de l'autre. Mais que du coup, on crée, ce faisant, des déserts informationnels qui étaient autrefois très très bien couverts par des marques, et ce n'est absolument pas évidemment méprisant de ma part, qui étaient des marques de taille moyenne. Et donc je me demande si cette idée du modèle industriel ou de la Troisième République qu'on avait avec, on va dire, une information d'un même niveau minimal pour tout le monde, le suffrage universel pour tout le monde, un journalisme que Columbia appelle le journalisme industriel aujourd'hui, n'est pas derrière nous, au profit finalement de marques hégémoniques d'un côté, ultra affinitaires de l'autre, et de désert informationnel de l'autre, ce qui nous prépare un débat public différent.